Chers amis résistants, bonjour. La semaine dernière, nous parlions de ces ministres qui vont assister au spectacle de corridas, ces séances de torture en public pour faire jouir des foules sadiques. Et on s'en scandalisait. Ce n'est pas le seul scandale, d'ailleurs, dans le gouvernement actuel qui vient d'autoriser les chasseurs à massacrer 6000 courlis, qui sont des oiseaux protégés dans le reste de l'Europe, et tous ces scandales que constituent les cadeaux faits à cette infime minorité que sont les chasseurs, qui en France actuellement ne sont pas 1 300 000 comme le dit la propagande du lobby, mais à peu près 800 000 seulement, de moins en moins, mais qui sont servis par le président de la République, parce que servis par son entourage et les gens qui culturellement l'entourent. Alors, hier, la porte-parole du parti du président Macron, Madame Aurore Berger, a eu cette excellente pensée de vouloir interdire les spectacles de corrida aux enfants, au motif, à juste titre, que ce sont des spectacles d'une violence incroyable, d'une cruauté inouïe, des spectacles traumatisants. Moi, je ne suis pas partisan que nous interdisions l'accès des corridas aux enfants, je suis partisan qu'on supprime, qu'on abolisse les corridas. On ne va pas réduire la chaîne des esclaves, on supprime l'esclavage. On ne supprime pas la peine de mort le lundi, on la supprime tous les jours. On ne supprime pas le servage, la torture, 6 mois par an, on les abolit. Eh bien, la corrida, la chasse doivent être abolies. Ce sont des actes de cruauté envers les animaux, mais ne vous faites aucun souci. Le président de la République et son entourage veilleront à ce qu'il n'y ait aucune ombre faite à la tauromachie, bien que 80% des Français en souhaitent l'abolition. Alors, si je vous parle de cette question-là, c'est pas pour faire de la monomanie. Monomanie, c'est une obsession sur la question animale, qui est une question importante pour nous, pour moi, mais qui n'est pas la seule. Tout ça, ça se situe dans un esprit global, une ouverture sur le monde, sur la vie, sur la société. Et sur ce point, il faut bien constater que nous vivons en tyrannie. Qu'est-ce que c'est que la tyrannie? Alors sur le plan de la science politique, la tyrannie, c'est quand le pouvoir repose entre les mains de quelques-uns qui utilisent des procédés plus ou moins violents, plus ou moins brutaux, plus ou moins primaires ou au contraire plus ou moins subtils et intelligents pour perpétrer leur pouvoir au détriment d'une société donnée. Alors nous ne sommes pas en despotisme, parce que le despotisme, c'est encore autre chose. C'est une dictature arbitraire. Non, nous sommes en tyrannie au sens de la science politique, c'est-à-dire qu'une petite minorité d'hommes exerce en fait le pouvoir en manipulant les élections et l'opinion. Et le président Macron n'est jamais que le représentant talentueux, qui est un très très bon acteur, que ces gens-là ont désigné, avant que vous les lisiez, pour être le commis de leurs intérêts. Le parti qui détient le pouvoir, ce n'est pas la gauche, ce n'est pas la droite, c'est l'argent. C'est l'argent. Et ce parti a pour idéologie de fond de transformer l'animal en objet, d'où leur soutien inconditionnel aux élevages concentrationnaires les plus cruels, d'où leur refus de mettre des caméras dans les abattoirs sous prétexte que les travailleurs n'ont pas à être filmés pendant leur travail. Demandez aux caissières des supermarchés si elles ne travaillent pas tous les jours sous la surveillance des caméras. Bon, mais ils ne veulent pas parce qu'il faut maintenir l'animal dans sa condition de chose, de marchandise au profit du profit. Mais l'homme est assigné au même rôle. Actuellement, dans le monde, cette année, 473 milliards d'euros ont été captés par les actionnaires. En France, 46 milliards d'euros vont dans la poche des actionnaires sous forme de dividendes. Les produits du capital augmentent 3 fois plus vite que ceux du travail. Et les gens les plus riches de France multiplient par 2 leur fortune en 2-3 ans
pendant que le peuple est condamné à des régressions qui sont constantes. Je me souviens d'un temps où quand on disait réforme, on pensait progrès. Maintenant, quand vous entendez réforme, ça veut dire coup de bâton. Alors tant que le coup de bâton tombe sur le voisin, le citoyen, quelque part, s'en réjouit, bien content que le voisin, qu'il considère comme un privilégié, doit enfin faire des sacrifices et voit sa condition s'abaisser. Seulement vous y passerez tous. Jeunes, vieux, cheminots, fonctionnaires, travailleurs du privé, chômeurs, etc. Quelle que soit votre condition, vous allez connaître des régressions pour permettre à une petite poignée d'individus de s'enrichir de manière indécente, de manière obsessionnelle, et ce au détriment des droits sociaux, des acquis sociaux, au détriment du climat, au détriment de la biodiversité, car malgré les discours ô combien vertueux, on continue comme par le passé. Alors, pourquoi est-ce que ces hommes qui gouvernent et qui choisissent les candidats avant vous, pourquoi ces hommes sont-ils à ce point arrogants, sûrs d'eux-mêmes, et peuvent-ils imposer des régressions? Alors que nous vivons en paix, que la technologie permettrait de faire des progrès sociaux considérables, de moins travailler pour être mieux rémunérés, puisque les machines, les robots et la productivité ne cessent de croître. Pendant le XXe siècle, deux systèmes économiques se sont affrontés. Le système soviétique et le système libéral de l'Occident. Et le système libéral, pour résister à la pression du système soviétique communiste, pour contenir la poussée des partis communistes en Occident, devait être vertueux. Les gouvernements de l'époque étaient condamnés à faire du social, à faire des concessions à leurs travailleurs. Vous savez, les sociodémocrates de Suède, et des pays nordiques en général, ou d'Allemagne, ou même de France, ou d'Italie, doivent beaucoup au soviétisme finalement, parce que le contre-modèle assurait une obligation de précaution, de vertu, de mesure, de pondération au capitalisme. Maintenant, le contre-système s'est effondré. Il n'y a plus d'alternative, il n'y a plus d'issue. Alors, Warren Buffett, qui est un milliardaire américain, a pu le dire. La lutte des classes est terminée, nous l'avons gagnée, nous les milliardaires. Seulement, dans sa proposition, il y a quelque chose de faux. C'est que la lutte des classes continue. Et que maintenant, les milliardaires peuvent écraser les peuples, puisqu'il n'y a plus de contre-système, il n'y a plus de menaces. Ils n'ont plus peur de voir les partis communistes, l'homme le couteau entre les dents, prendre le pouvoir en Italie ou en France, où ces partis obtenaient des 25, 26, 27% des suffrages dans les années 60, et où il fallait faire des concessions aux salariés, aux petites gens, au peuple. Il le fallait parce qu'il fallait contenir la poussée des rouges et des partageux. Maintenant, il n'y a plus de système antagoniste. Ils le peuvent d'autant plus que la société est atomisée. Autrefois, il y avait des masses ouvrières avec une culture de classe. Songez aux mineurs de fond, il n'y a plus de mineurs. Songez aux sidérurgistes, il n'y a plus de sidérurgie. Songez aux filatures, qui regroupaient des milliers de travailleurs, qui avaient des syndicats puissants, des organisations puissantes, une cohésion de groupe. Maintenant, c'est une misère atomisée. Il n'y a plus que des livreurs de pizza ou des gens de Uber qui sont des travailleurs servages modernes. Voilà dans le monde dans lequel nous vivons actuellement. Et voilà pourquoi toutes leurs réformes, sans exception aucune, ne tendent qu'à une chose, à vous flexibiliser, à réduire vos droits. Tiens, le gouvernement actuel, par exemple, parle de réformer les retraites. Très bien, il y a 42 régimes différents. On pourrait très bien concevoir qu'il n'y en ait qu'un, et ce sera ne fait que justice, à une condition, qui ne sera pas réalisée, c'est qu'on s'aligne sur le meilleur, sur le plus avantageux.
qu'on aille vers le haut toujours, que le mot réforme signifie, comme dans les années 60, progrès, avancée, conquête, plus de droits, plus de liberté, alors que c'est l'inverse actuellement. Toutes leurs réformes, sans exception aucune, ne visent qu'à réduire vos droits sociaux, et à transformer ce monde en un monde d'inégalité totale où une petite poignée de milliardaires dirige tout et vous impose des candidats à la présidence de la République qui n'ont même pas besoin d'avoir un parti derrière eux pour être élus, puisque ce qui fait l'élection, ce sont les relations, l'argent et les propriétaires des magazines qui vous vendent le bon candidat lors de l'élection. L'arbre, l'animal et l'homme, la nature, le climat, les droits sociaux, tout se tient. Et actuellement, nous sommes entrés dans une phase de régression. Alors, la révolution est nécessaire. Ah, la révolution. Vous savez, nos conservateurs, nos gouvernants, la célèbrent volontiers. Regardez le 14 juillet. C'est quoi le 14 juillet? C'est la prise de la Bastille. Et ce jour-là, c'était pas de la douceur et de la tendresse, hein. Les gilets jaunes de l'époque étaient beaucoup plus méchants que ceux d'aujourd'hui. Ils coupaient des têtes. Eh bien, la révolution est célébrée par les gouvernants. Alors il est vrai que dans l'air du temps, je vois des amis intellectuels, et certains sont des amis, des gens dont je partage beaucoup des idées, remettent en cause le bien acquis des révolutions, au motif qu'une révolution, c'est un tour sur soi-même complet, à 360 degrés. C'est-à-dire, quand on fait une révolution, on revient au point de départ, et les révolutions n'apporteraient rien. Ça, c'est très à la mode. Ça se dit maintenant, la révolution, ça n'a servi à rien. Bigre. Certes, la Révolution française est une révolution bourgeoise, mais que je sache, les droits de l'homme, la nuit du 4 août où on abolit les privilèges féodaux, la Déclaration universelle des droits de l'homme le 26 août 1789, c'est rien. C'est ça qui nous permet aujourd'hui de nous exprimer et que ceux même qui critiquent la Révolution peuvent le faire. Ne fallait-il pas abolir l'absolutisme royal, l'obscurantisme religieux qui pesait à l'époque sur l'Europe? Alors bien sûr, il y a eu les massacres de septembre 1792, il y a eu l'abjecte guillotine. À propos, tiens, ce que j'aime moi dans la Révolution, c'est la Commune de Paris. Ah oui, une belle révolution, avortée malheureusement, écrasée dans le sang par les conservateurs. Savez-vous pourquoi j'aime beaucoup la Commune de Paris? Parce que le 6 avril 1871, cette révolution-là a brûlé en place publique la guillotine et voulait supprimer la peine de mort. Vous voyez, les révolutions sont utiles. Elles sont accoucheuses de l'histoire. Elles font avancer les causes. Alors, point n'est besoin qu'elles soient violentes. Point n'est besoin qu'elles soient brutales, qu'elles soient dans le sang. Non, il faut une révolution maintenant, mais une révolution pacifique, qui ne tue personne, même pas nos milliardaires. On pourrait leur en prendre un petit peu, pour redistribuer à ceux qui en ont besoin et pour arrêter leur appétit insatiable qui détruit la planète en la polluant. On pourrait leur en prendre, mais surtout, laissons-leur et la vie, et la liberté, et les droits fondamentaux, eux-mêmes, allez, 1 ou 2 milliards, parce que c'est cruel comme de passer de 60 milliards à 1 million d'euros. Non, on pourrait leur laisser 1 milliard, mais il faut être raisonnable. Et ils ne le sont pas. Et nous sommes en tyrannie, nous sommes dans un régime plutocratique où une infime minorité de personnes nous maintiennent dans un état de régression sociale, morale, écologique, et en même temps anesthésiant les peuples, car les gens sont anesthésiés. Ne le soyez pas. Opposition, unissez-vous. Je ne suis pas l'homme d'un parti. Je ne suis pas là pour vous dire que tel ou tel leader vaut mieux que tel autre. Non, je suis là pour vous dire unissez-vous. Il faut que vous vous unissiez pour changer ce monde et pour le sauver. Amis résistants, à bientôt. Merci.